veux pas de la liberté, c'est pas intéressant, l'indépendance. Si tu veux pas prendre toutes tes décisions, si tu veux pas être audacieux puis prendre de risques, ben, reste dans les sous-sols de tes parents jusqu'à ta mort. Tous ces éléments de changement étaient portés par le Parti québécois. Donc, à moins d'être réactionnaire, puis il y en avait des jeunes réactionnaires. Si on n'était pas réactionnaire, on était pour le Parti québécois ou à sa gauche. On savait que les fédéralistes n'étaient pas encore entrés sur la glace. Alors, ils entrent sur la glace début septembre, même avant qu'ils aient le droit de mettre des panneaux publicitaires, ils commencent à en mettre. Ah, ça, c'est surprenant qu'ils contournent les lois. Ah, moi, je suis un peu un rebelle, alors donc, pour se rebeller, on se rebelle contre le statu quo. Le statu quo, c'est le fédéralisme. Le soir du référendum, donc, les Québécois auraient entendu Jean Chrétien refuser de reconnaître le verdict, alors que quelques jours avant, il avait dit à la télé le choix des Québécois est un choix irréversible pour un pays. OK? Et là, ce soir-là, il a dit aucun choix n'a été fait. La question n'était pas claire, la majorité n'est pas assez forte, rien de ce qu'il n'avait pas dit ça 3 jours avant. Et d'ailleurs, il le dit dans ses propres mémoires qu'il fait le choix de mentir aux Québécois dans son allocution télévisée pour faire peur aux indécis, pour essayer de gagner. Puis là, s'il perdait, ben, il se contredirait. Ben, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la manipulation. Ce qu'on appelle un mensonge politique sur la question de l'avenir d'une nation. Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Génération Oui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode très spécial avec nul autre que Jean-François Lisée, qui est connu effectivement comme politicien, ancien député, ministre et chef du Parti québécois. Il est également analyste politique et auteur. Donc, on a eu des discussions très intéressantes avec lui, très enrichissantes sur les thèmes des relations internationales, notamment en lien avec la France, les États-Unis. Donc, on a pu avoir accès à des moments privilégiés de notre histoire. Il a été conseiller de Jacques Parizeau pendant la campagne référendaire, notamment de 95. Donc, on aborde justement toutes les coulisses de l'appui français, également des négociations qui ont eu lieu par rapport à tous ces événements-là. Donc, c'est un épisode très, très, très riche. Et il donne même un conseil à Paul Saint-Pierre Plamondon pour le référendum qui s'en vient. Donc, ne manquez pas ça. On remercie le Fonds indépendantiste du Québec énormément qui font une campagne sur les réseaux sociaux axée sur les mythes entourant l'indépendance. Le Québec trop pauvre pour être un pays, le Québec trop petit pour être un pays, le Québec trop endetté pour être un pays. Faux, faux et encore faux. Malheureusement, trop de Québécoises et de Québécois tombent encore dans le panneau. C'est pourquoi le Fonds indépendantiste du Québec a créé une série percutante de capsules vidéo qui vise à déconstruire les mythes propagés contre l'économie du Québec indépendant. Le FIDQ vous invite à découvrir cette série d'animations sur ses réseaux sociaux et sur son site au fidq.québec. Le FIDQ vous encourage aussi à participer à sa campagne de financement. Votre don sera 100% dédié à la diffusion des capsules et à la création d'une deuxième série de capsules avec comme but d'atteindre le plus grand nombre de personnes indécises. Donc, c'est vraiment fondamental si on veut convaincre des indécis. On vous encourage à aller jeter un coup d'œil à ces capsules et à leur campagne de sociofinancement. Donc, restez à l'affût pour l'épisode qui va commencer. Et sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Alors, aujourd'hui, on est avec Jean-François Lisée. Bonjour, Monsieur Lisée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité tous les deux. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous voudriez vous présenter? Bon, alors d'abord, mes occupations par ordre d'importance. Père de 5 enfants, citoyen engagé, auteur, chroniqueur. Mes orientations, dans le désordre, parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre, donc dans l'ordre démocrate. Je suis d'abord un démocrate, au sens général du terme, et particulier. Indépendantiste, écologiste, social-démocrate, féministe, et partisan de la bonne humeur. Bon, c'est bien ça, vous êtes à la bonne place donc aujourd'hui. Justement, parlons un peu d'indépendance. Comment êtes-vous devenu indépendantiste? Ah! Il y a un personnage très truculent des années 60 et 70 qui était Doris Lucier, le père Gédéon. Doris Lucier, donc, qui était un ami, même de collège, d'université de René Lévesque.
qui se trouve à être le cousin de mon père. Et donc, Doris était la première figure alors, dans mon enfance dont je savais qu'il était pour la séparation du Québec. Et là, à 6 ou 7 ans, d'ailleurs, donc là, je vous replace, je suis né en 58. Donc, on est dans les années 60 et la grande affaire qu'on voit à la télévision, même quand on est jeune, c'est ils sont en train de créer les îles pour Terre des Hommes. Et donc, ils creusent le métro de Montréal et d'énormes camions, et ça, les jeunes garçons adorent les camions, vont déverser la terre de l'excavation pour remplir les îles. Okay? Je vous dis ça parce que, évidemment, Doris Lucier était quelqu'un d'important dans notre famille et, à un moment donné, mon père dit les enfants, donc ça c'est ma sœur Marie-Claude et moi, venez voir, mon oncle Doris est à la télé. Ça qu'on descend voir mon oncle Doris. Et il parlait d'indépendance du Québec. Alors, moi, je devais avoir 6 ou 7 ans. Alors, la prochaine fois que j'ai vu Doris, qui venait nous voir régulièrement, j'ai dit, mon oncle, si vous êtes pour séparer le Québec, est-ce que vous pouvez l'amener plus vers le sud? Parce que je pensais qu'il séparait avec des camions, comme on voyait. Bon, alors, je ne vous dirais pas que c'est la seule raison pour laquelle je suis indépendantiste. Mais disons, la première fois que c'est entré dans mon cerveau, c'est par cette façon un peu bizarre et drôle. Et ensuite, évidemment, il faut dire qu'à Thetford Mines, moi je viens de Thetford Mines, qui est une ville très syndiquée et très politisée. Alors, nous, on a des grèves générales dans la ville. Thetford Mines et Sept-Îles étaient les 2 villes les plus syndiquées, je pense, au Canada, d'ailleurs. Et donc, on parlait beaucoup de politique. Dans ma famille, on parlait de politique. Mes parents étaient très... il y avait des libéraux, il y avait de l'Union nationale dans ma famille. Mon père a été approché plusieurs fois pour être candidat, à la fois par Jean Lesage, parce qu'il était... il était épicier, donc à Thetford Mines, il était bien connu, il était très actif dans toutes les associations. Donc, c'est un genre de candidat qu'on aurait voulu avoir, je suppose, dans les partis. Donc, il avait dit non. Daniel Johnson, donc le chef de l'Union nationale, à l'époque, le père, l'avait aussi abordé. Et donc, on discutait politique. Et évidemment, à l'époque, les parents étaient fédéralistes et les jeunes étaient indépendantistes. Alors, il y a une partie de conviction, mais il y a une partie aussi de rébellion face au père. C'est pour ça qu'ensuite, il y a eu toute une génération dont les parents étaient indépendantistes. Alors, on ne pouvait pas s'appuyer sur le réflexe de s'opposer aux parents pour devenir indépendantiste. Les parents l'étaient déjà. Mais nous, dans notre génération, c'était un acte de rébellion. Et le Parti québécois de la fin des années 60, début des années 70, lorsque je suis devenu indépendantiste de façon un peu plus sérieuse que pour nous rapprocher des Antilles, le Parti québécois incarnait toute la volonté de changement, c'est-à-dire le changement laïque. D'abord, la laïcité était très présente dans cette volonté-là des années 60 et 70 d'acquérir la liberté. On se libérait des curés, c'était énorme. Bon, on défendait le droit de travailler en français, qui était absolument pas acquis. On défendait le droit, c'était la révolution sexuelle, le droit des femmes, etc. Et tous ces éléments de changement étaient portés par le Parti québécois. Donc, à moins d'être réactionnaire, puis il y en avait des jeunes réactionnaires. Si on n'était pas réactionnaire, on était pour le Parti québécois ou à sa gauche. Alors donc, c'était clair pour moi que ça m'intéressait beaucoup, la politique m'intéressait beaucoup, le journalisme m'intéressait beaucoup, et je suis devenu, à 16 ans, membre de l'exécutif du Parti québécois du comté de Frontenac, et j'étais adjoint attaché de presse. J'étais l'adjoint attaché de presse. C'est un bon début. C'est ça, il faut commencer quelque part. Oui, c'est ça. Petit à petit, je suis devenu chef. C'était linéaire. Non, c'était pas linéaire. Moi, si je pose un peu la question à l'inverse, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas fédéraliste? Pourquoi je ne suis pas fédéraliste? C'est une bonne question, mais c'est sûr que la crise d'octobre a lieu, j'ai 12 ans. Donc, c'est sûr que le fédéral, c'est l'armée dans les rues. Il n'y avait pas de soldats à Thetford, OK? Mais on voyait que, pour moi, le Trudeau que j'ai connu, c'était le Trudeau de la loi des mesures de guerre. Le Bourassa que j'ai connu, c'était le Bourassa de la loi des mesures de guerre. Donc, il y avait il y avait un repoussoir énorme. Et comme ça allait de soi, moi, je suis un peu un rebelle, alors donc,
pour se rebeller, on se rebelle contre le statu quo. Le statu quo, c'est le fédéralisme. Et puis, donc, je suis embarqué là-dedans de façon très naturelle. Mais ensuite, je suis allé au Canada anglais. Donc, j'avais 16-17 ans. J'ai passé des étés, un été à laver de la vaisselle au château Lac-Louise en Alberta. Et ensuite, à apprendre l'anglais à Glendon College à Toronto. Et là, j'ai vraiment connu des Anglais et des Anglaises. Et j'ai perdu ma virginité avec une Ontarienne. Oh. Donc, j'ai donné toutes les opportunités au Canada de me convaincre. OK? Puis elle ne vous a pas Et convaincu. ils ont fait des efforts. J'ai rencontré des gens extraordinaires, mais j'ai bien vu que c'était ailleurs. C'était un autre pays. Ça m'a comme... Un jour, Jean Chrétien avait dit si les Québécois voyageaient davantage, ils seraient plus fédéralistes. Mais j'ai vu un sondage qui montrait que non. Les gens qui avaient le plus voyagé au Canada étaient le plus indépendantistes. Il y avait une corrélation positive, significative. Pas totale, mais significative. Parce que même, tu sais, c'est pas qu'on est contre ou qu'on est agressif ou quoi, mais on se rend compte que c'est ailleurs. C'est ailleurs. Et moi, j'en étais revenu avec ça. Et donc, tout avait concouru pour que je fasse ce choix de façon définitive, en connaissance de cause et de façon plus réfléchie. Oui, puis c'est là aussi qu'on voyage à l'extérieur du Québec qu'on se rend compte qu'on a quelque chose de beau au Québec aussi, qui mérite d'être élevé au titre de pays. Aujourd'hui, pourquoi faire l'indépendance du Québec? Puis je pose la question parce qu'il y a quand même beaucoup de fédéralistes et beaucoup d'indécis qui nous écoutent. Donc, si vous pouvez essayer de les convaincre en quelques minutes, pourquoi donc faire l'indépendance aujourd'hui en 2024? C'est la même raison qu'en 33 ou en 62 ou en 80, 95. Il n'y a pas de raison que notre nation habite dans la maison de la nation voisine. C'est juste qu'il n'y a pas de raison. C'est aussi simple que ça. Pourquoi sortir du sous-sol de tes parents? Je veux dire, t'es nourri, t'es logé. Bon, c'est vrai que tu peux pas choisir la couleur des murs, tu peux pas choisir grand-chose, etc. Tu n'as pas le contrôle sur la moitié du compte en banque, mais tu es quand même confortable. Il y a une zone de confort. Mais tu n'as même pas le contrôle du chauffage. C'est ça. Tu peux réussir à négocier que tu vas avoir ton propre chauffage. Bon, mais si tu veux pas de la liberté, c'est pas intéressant, l'indépendance. Si tu veux pas prendre toutes tes décisions, si tu veux pas être audacieux puis prendre de risques, ben, reste dans les sous-sols de tes parents jusqu'à ta mort. T'sais? Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu bizarre de refuser de prendre la responsabilité de son existence? Je veux dire, tout est là. Ensuite, le reste, c'est du détail. Bon, ce qui n'est pas un détail, c'est que c'est non seulement pour être libre de ses choix, mais c'est aussi parce que dans une situation du faible au fort culturellement et linguistiquement, le Québec, ça fait partie de son ADN, de son histoire, c'est défendre son existence linguistique et culturelle. Et c'est sûr que si tu n'as pas tous les moyens de le faire, et si tu es constamment dans un genre de souk à la corde identitaire avec un autre pays, une autre nation, qui dit, ici, il y a 2 langues officielles, puis toi, tu dis, non, ici, il y en a juste une. Comment vous voulez que les gens dans Chinatown comprennent ce qui se passe? T'sais? Bon, ils vont dire, c'est qui le plus fort? Le plus fort, ça doit être le Canada. C'est un grand pays. Le Québec, c'est une province. Ça fait que si j'ai à choisir, je vais choisir le Canada, puis je ne les blâme pas. OK? Mais donc, on est dans une situation où on est constamment sur la défensive avec les instruments qu'un gouvernement devrait avoir pour assurer son épanouissement. Ça ne veut pas dire que si on était indépendant, on n'aurait pas toujours à se battre. On est à côté de la plus grande puissance culturelle de l'histoire de l'humanité. Alors, c'est sûr que ça sera toujours un combat, mais au moins, on aura tous les moyens possibles pour mener ce combat, puis on ne sera pas en train de se battre contre un autre gouvernement qui a juridiction chez nous, puis qui donne des signaux contradictoires par rapport à ce qu'on est en train de faire. Oui, ça, c'est très intéressant parce que c'est souvent la réponse qui revient, effectivement, par rapport à la liberté. On ne veut pas dépendre d'une autre nation, on veut pleinement exister. Comment ça se fait que, même si c'est aussi simple que ça, l'indépendance, au final, c'est la valeur de la liberté, pourquoi le Québec n'est toujours pas un pays aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'ait pas choisi l'avenue de l'indépendance? Lorsqu'on fait non seulement les sondages, mais lorsqu'on fait
les critères de l'indice du bien-être de l'ONU. OK? Juste les critères eux-mêmes. Parmi les pays souverains, ce sont les Danois qui sont le plus heureux. Ils le disent dans les sondages. Puis quand on regarde les critères, ils ont raison d'être heureux. Mais quand on regarde les États sous-nationaux, enfin, je n'ai pas regardé les autres, mais quand on fait le Québec, les Québécois sont plus heureux que les Danois. Dans les sondages, ils le disent. Et quand on regarde les critères, donc le taux de mortalité infantile, le niveau d'éducation, l'environnement, etc., ce sont les plus heureux. Alors, est-ce qu'on divorce parce qu'on est heureux? Non. On divorce parce qu'on est malheureux. Non, ça va mal. Alors, c'est ça. Donc, c'est un défi énorme de faire en sorte qu'une population la plus heureuse sur la planète dise, mais là, on est bien choqués, puis on s'en va. C'est arrivé. Parce que, au-delà de toutes les questions de confort, etc., le respect de soi et le respect par l'autre, c'est fondamental. Alors, là, vous êtes trop jeune, mais en 90, lorsque le Québec a négocié avec le Canada pour être dans la même constitution, puis en disant, bon, regarde, on va être bien gentil, là, on ne demande pas d'être reconnu comme une nation ou comme un peuple, seulement comme une société distincte. Puis quand le Canada a dit non, ben là, l'ego, puis dans le sens positif, l'ego des Québécois a été meurtri de dire quoi? Vous voulez même pas reconnaître qu'on existe comme une société distincte? Ben, on s'en va. Mon père est devenu indépendantiste à ce moment-là, comme 67% des Québécois. Alors, si on avait eu un référendum en 90 ou 91, l'immense majorité des Québécois auraient voté pour l'indépendance. Peu importe les débats sur l'économie, puis la dette, puis le déficit, puis le marché commun, puis la monnaie. C'est juste quand on estime de soi est vraiment mise en cause avec une mauvaise foi crasse, là, tu as une réaction. Et la raison pour laquelle on n'est pas indépendantiste, c'est qu'on n'arrive pas à rester choqué assez longtemps. Alors, donc, le référendum a eu lieu en 95, qui était 5 ans après l'insulte, puis on s'était suffisamment déchoqué pour que ça soit très serré. En fait, moi, je suis de ceux qui pensent que nous avons gagné ce référendum de peu, mais que notre victoire n'a pas été homologuée, disons ça comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on n'a pas pu faire la... Bon, si on était aux Jeux olympiques, OK? Donc, le camp du non a gagné la médaille d'or. Nous serions allés à la commission antidopage référendaire mondiale, puis on a dit, regardez, ils ont triché parce que ils ont été dopés par des sommes d'argent supplémentaires illégales, en plus des sommes d'argent supplémentaires légales, parce qu'il faut dire que le gouvernement du Canada n'est pas légalement tenu de respecter les plafonds de dépenses référendaires québécois, ce qui fait que pour chaque dollar dépensé par le camp du oui en 95, le fédéral en a dépensé 3. OK? Bon, ça, c'est un problème en soi, mais en plus, il y avait tellement d'argent qu'ils en ont dépensé illégalement en fonction de la loi québécoise et canadienne. Et donc, normalement, cette Commission internationale antidopage référendaire aurait retiré sa médaille d'or au Canada, au camp du non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça fait qu'on est politiquement condamné à le refaire. Mm-hmm. Absolument. On peut parler du référendum de 95 parce que vous avez été conseiller de Jacques Parizeau. Comment êtes-vous devenu conseiller de Jacques Parizeau? Parce que vous l'avez dit, là, vous avez commencé comme adjoint à l'attaché de presse au départ. Donc, comment qu'on se rend là à être le conseiller du premier ministre? C'est intéressant. C'est la première fois que j'y pense comme ça parce que ma suggestion à M. Trudeau, c'était d'être l'adjoint à son attaché de presse, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, là, on est en 94. J'ai écrit 2 livres qui s'appellent « Le tricheur et le naufrageur » sur donc les événements entourant Mitch. Il y a eu un référendum en 92 où 56% des Québécois ont rejeté une version améliorée de la Constitution. Alors, des fois, mes amis fédéralistes, je leur demande de façon un peu cruelle, pour la nouvelle Constitution du Canada en 82, t'avais voté quoi? C'était quoi le résultat du référendum au Québec pour la Constitution de 82? Ils n'ont pas consulté les Puis gens. là, ils réfléchissent, puis évidemment, on s'en parle ces années-ci, puis il est inconcevable qu'on change une constitution dans un pays sans référendum. D'abord, ils disent, pas trop sûr. Ben toi,
tu avais voté quoi à ce référendum? Puis là, il essaie de se souvenir, parce que la logique normale, c'est bien sûr que je suis allé, j'avais 18 ans en 92, je suis allé. Puis là, il dit, il n'y en a pas eu de référendum. Il n'y en a pas eu de référendum pour la Constitution. Elle nous a été imposée. Mais il y en a eu un que tout le monde oublie en 92, où on nous a offert une version améliorée. Puis on a dit non à 57% à la version améliorée De la Constitution. de la canadienne. Constitution. Donc, les Québécois ont été consultés sur la valeur de cette Constitution-là et ont dit non. Ça, c'est le référendum refoulé. Personne n'en parle jamais. Étiez-vous là aux célébrations du 10e anniversaire du référendum en 2002 ou du 20e anniversaire en 2022? Personne n'en parle jamais parce que ça ne rentre pas dans le narratif canadien. C'est un genre d'énormes données déviantes. Bon. Alors donc, il y avait eu ce référendum-là. J'ai écrit ces 2 bouquins, Le tricheur et le naufrageur. Et là, j'avais beaucoup discuté de souveraineté dans ces livres-là, puis je me suis dit, bon, là, j'avais 30 ans passés, je me suis dit, est-ce que je veux continuer à être un spectateur ou à devenir un acteur? Et j'avais bien évidemment, dans ces 2 livres-là, j'avais beaucoup discuté avec les conseillers de M. Parizeau, de M. Bourassa, etc., et je m'étais rendu compte de l'importance du conseiller par rapport à certains ministres. Tu sais, j'ai vu là, sur cette question-là. Tu sais, si tu es ministre de l'Économie, tu as énormément d'influence sur l'économie, la santé, etc. Mais sur la question de l'avenir national, c'est au bureau du premier ministre que ça se passe. Et je me suis dit, bon, ben, c'est ce que je veux faire. J'aurais pu continuer. Là, j'étais parmi les jeunes. Il y avait quelqu'un qui avait dit, écoute, à partir de maintenant, tu fais ce que tu veux, tu demandes les emplois que tu veux, tu peux faire une série de conférences, bon. Puis je me suis dit, non, si l'indépendance, je pense que l'indépendance va être faite et je veux être de l'équipe qui va faire l'indépendance. Et donc, j'étais allé voir M. Parizeau. Bon, j'étais à l'Actualité à l'époque et on m'avait demandé, c'est un peu naïf de la part de mon patron, de dire, bon, ben toi qui viens d'écrire Le tricheur et le naufrageur, puis je suis persona non grata chez les libéraux, là. Ça a duré 15 ans à peu près. Tu vas aller faire une grande entrevue des 2 chefs, parce qu'il y a une élection donc en septembre 1994, tu vas faire une grande entrevue de Daniel Johnson, le fils, le chef du Parti libéral, et de Jacques Parizeau. Alors, je fais la demande aux 2, puis je dis, on l'a fait à peu près dans les mêmes jours, puis il faut que les 2 disent oui, sinon on le fait pas. Alors, M. Parizeau dit oui tout de suite. M. Johnson attend, et finalement, il dit non. Ce que je comprends parfaitement. Je ne pouvais même pas comprendre pourquoi il allait dire oui. Mais bon, j'ai mon rendez-vous avec M. Parizeau. C'est ma dernière action journalistique avant l'été. Ensuite, je prenais l'été, mais j'avais été très occupé dans les années précédentes. Et là, je suis allé voir M. Parizeau. Je lui ai dit, écoutez, je vous avais dit ceci, ça prenait les 2 accords. Il a dit non, donc c'est non, donc il n'y a pas d'entrevue. Il dit, c'est très bien, vous êtes un homme de parole. Moi, je dis bien. Mais j'ai quand même voulu vous parler. Et puis là, je lui avais préparé un petit document en disant, bon, ben voici, moi, j'aimerais faire partie de votre équipe. Et comme j'ai été correspondant en France, j'ai été correspondant aux États-Unis, à ce moment-là, j'étais un commentateur régulier de la scène québécoise pour le Canada anglais, donc ils me connaissaient. Je dis, je pourrais être l'adjoint de votre attaché de presse pour la presse hors Québec. Je pense que je pourrais faire ça. Et je voudrais faire partie de votre équipe de communication pour la stratégie référendaire. Je n'ai même pas demandé d'être dans le comité de stratégie référendaire, l'équipe de communication, OK? Puis je me sentais pas mal audacieux de demander ça. Et je me dis, ça se peut qu'ils me mettent dehors parce que M. Parizeau et moi, on s'était rencontrés pour faire des entrevues. Et je sais que une fois, on m'avait rapporté, il dit, une fois que tu es sorti, il a dit, ça me prend un bon scotch. Parce que je le poussais vraiment dans ses retranchements par exemple, je voulais lui faire dire que sur l'ALENA, on pouvait faire la démonstration logique que c'était dans l'intérêt de tous que le Québec y reste. Puis je pense que c'est vrai, mais on ne peut pas prétendre que ça va être automatique. On ne peut pas prétendre ça. Puis lui, il ne voulait pas prétendre ça.
Puis je dis, mais regardez, citez-moi l'article où c'est écrit que, nous, on peut le demander, mais il y a une zone là, d'arbitrage. Puis si cette zone-là, donc, c'est possible qu'on soit obligé de mettre des postes de douane aux frontières de Nouveau-Brunswick puis de l'Ontario. Il dit, ça n'arrivera pas. Je dis, ça n'arrivera pas. On ne veut pas que ça arrive. Mais il y a quand même un scénario où ça va arriver. Mais c'est pas dans leur intérêt. Je suis d'accord avec vous. Mais les États sont pas toujours logiques. Logique, ouais. Bon. Alors ça, il avait vraiment pas aimé ça. Puis il y avait une autre fois aussi. Donc, ça, cette entrevue-là. L'autre entrevue où le PQ avait émis un communiqué pour préciser que c'était pas exactement ça qu'il m'avait dit. Alors donc, et en plus, dans le tricheur, j'ai tout un bout sur ces problèmes d'alcool. Et aucun journaliste n'avait écrit sur ces problèmes d'alcool comme je l'avais fait. À M. Parizeau. À M. Parizeau, oui. Okay. Alors, je sais qu'il l'avait lu. Et je sais encore plus depuis que les politiciens sont toujours gentils avec les journalistes devant eux, mais souvent en disent beaucoup de mal dès qu'ils ont quitté la pièce. Ça, je me dis, ça se peut que Parizeau soit très fâché contre moi et qu'il me dise jamais de la vie. T'sais? Ou bien, oui, c'est gentil, on va y penser, on vous rappellera, puis qu'il rappelle jamais. Mais, au contraire, il a été très intéressé. Il dit, écoutez, je vais en parler avec M. Royer, son chef de cabinet, mais je trouve ça très intéressant. On vous revient. Okay? Alors, donc, c'était plutôt positif. Et à ce moment-là, j'ai dit, à partir... Donc, je n'ai pas d'offre d'emploi. Je ne sais pas quand j'aurai une offre d'emploi, mais j'ai quand même sollicité un emploi. Donc, il n'est pas question que je fasse du journalisme ou du commentaire politique jusqu'à l'élection. Et là, j'étais assez connu pour être invité à être sur le plateau de Radio-Canada ou de TVA le soir de l'élection, et j'ai refusé. Puis ça, je dis, quand tu es un journaliste, tu refuses pas ça d'habitude. Je dis non. Moi, j'ai demandé un emploi. Ça fait que, donc. Et c'est le lendemain de l'élection que j'ai eu l'appel. Le lendemain de l'élection. Voilà. Ça s'est fait vite. Oui. Tant mieux. Puis justement, là, ça commence le train pour la souveraineté à ce moment-là se met en marche. La campagne référendaire vient en 95. Comment ça commence, cette campagne-là référendaire? Est-ce que c'est difficile, les débuts? C'est catastrophique. Parce qu'on l'oublie aujourd'hui. On se souvient que ça a été serré à ce moment-là, mais au début, c'était compliqué, disons, pour le candidat. Oui. Il y a eu plusieurs allers-retours. Faut dire qu'à l'été 95, on avait des sondages internes et un sondage public de CROP, je pense à l'époque, qui nous mettait à 55% de oui. Alors, ça allait bien, parce qu'on avait réintroduit la question de partenariat, donc l'association partenariat, sans le trait d'union. C'est-à-dire qu'en 1980, M. Lévesque, c'était « on ne peut pas faire la souveraineté sans l'association. Elles sont indissociables ». En 95, M. Parizeau avait bien préparé le terrain en disant « non, on fait la souveraineté et il est souhaitable qu'on garde le dollar canadien, un marché commun et qu'il y ait un genre de tribunal conjoint pour trancher les litiges, comme il y en a dans les autres accords. » Donc, il avait vraiment minimisé. Okay? Et sous la pression de l'opinion publique, du Bloc québécois et de l'ADQ de Mario Dumont, on a réintroduit la notion d'association avec le mot partenariat, mais sans trait d'union, en disant, c'est sûr qu'on fait la souveraineté, mais on s'engage à faire une offre de partenariat. S'ils disent oui, tant mieux. S'ils disent non, on va être souverain. Alors ça, c'est la grande différence entre les deux référendums. Et donc, une fois qu'on a réintroduit partenariat, on est devenu majoritaire à l'été. Mais là, au début, on savait que les fédéralistes n'étaient pas encore entrés sur la glace. Alors, ils entrent sur la glace début septembre, même avant qu'ils aient le droit de mettre des panneaux publicitaires, ils commencent à en mettre. Ah, ça, c'est surprenant qu'ils contournent les lois. Et en plus, pourquoi est-ce que le camp du oui était si présent sur les autobus? C'est que le fédéral avait acheté tous les grands panneaux publicitaires, tous, sans même savoir quelle était la date du référendum. Ils avaient tous acheté. On ne pouvait pas en acheter un autre. Nous, on l'a appelé après. Alors, c'est tout vendu. Bon. Alors, et là, on a eu un problème avec... il y avait un ministère qui s'occupait des études sur la souveraineté. Et là, on a appris fin août, début septembre, qu'il y a un fonctionnaire
qui s'était mis, je ne me souviens pas comment, quelques dizaines de milliers de dollars dans la poche. OK? Et là, ce scandale-là a été traité comme une affaire majeure. C'était majeur. Et donc, ça a été très mauvais pour le camp du oui au début de la campagne. Et là, on est redescendu. On savait qu'on allait descendre. On n'est pas redescendu à 45, on est redescendu, je ne sais pas, autour de 40. Et donc, on se demandait même, donc il y avait même un peu de bruit, est-ce qu'il va reporter le référendum, est-ce que, bon, etc. M. Parizeau était très ferme qu'on ne pouvait pas penser gagner si on ne gardait pas une date pour mobiliser les énergies. Bon. Mais je me souviens que Jean Royer, lui, avait fait toutes ces simulations. Là, c'était le gourou des sondages. Puis il disait, notre plafond, c'est 44. Notre plafond, c'est 40. Au début de la campagne, c'était ça. Notre plafond, c'est 44. On ne pourra pas aller au-dessus de 44. Au moins, c'est mieux que 40 qu'on avait eu en 80 avec une question moins dure. Puis vous décidez d'y aller quand même. On décide d'y aller quand même. Tout à fait. M. Parizeau décide d'y aller quand même. Moi, je suis d'accord pour y aller quand même. Je suis d'accord pour avoir la discussion. Mais on est d'accord que, écoutez, ce serait tellement... Ça va être humiliant de perdre. Mais ce sera encore pire de ne même pas essayer. Ce sera encore pire de ne même pas essayer. Alors, donc, c'est seulement... il y a un moment où on propose que M. Bouchard devienne le négociateur en chef. Moi, j'avais toujours été très préoccupé par la place que M. Bouchard, qui était plus populaire que M. Parizeau, allait jouer dans l'après-oui, parce qu'il était chef de l'opposition du Bloc québécois à Ottawa. Donc, si on devient indépendant, il n'y a plus de job. Donc, voter oui, c'était perdre Bouchard. T'sais? Donc, il faut absolument renverser ça en disant voter oui, c'est garder Bouchard. Mais comment le garder? Et donc, j'avais fait faire un sondage avec Jean pour savoir qu'est-ce que les gens préféraient, qu'il soit président de la République, qu'il soit le négociateur en chef pour les négociations. Et si on fait ça, il y en a peut-être une troisième, mais si on fait ça, est-ce que vous êtes plus enclin à voter oui? Et négociateur en chef, là, c'était comme 35% des gens qui étaient plus enclins à voter oui. Alors, c'était clair. C'est que Jean Royer a présenté ça à M. Parizeau. M. Parizeau a dit oui. On a fait l'annonce. Et effectivement, il y a eu une deuxième phase de la campagne qui a duré une couple de semaines, qui nous a porté en haut du 40, 47, 48. Et ensuite, la dernière phase de la campagne que M. Parizeau a initiée, puis c'était son idée, je pense, c'était l'opération Convaincre, que chaque Québécois ayant décidé de voter oui, convaincre quelqu'un de voter oui. C'était la chasse aux indécis. Et quand on a fait un grand sondage post-référendaire, on s'est rendu compte que les gens qui avaient voté oui, même tous les francophones, avaient été beaucoup plus sollicités par des gens personnellement pour voter oui que du côté du non. Okay? On sentait que le non avait été moins actif que nous dans cette opération-là. Moi, je pense que c'est ce qui nous a porté à peu près 50%. Les gens ont été mobilisés par l'appel à Parizeau. Oui, parce que, juste terminer, c'est clair que la crainte de l'échec existait et la conviction qu'on allait perdre était dominante jusqu'à les 10 derniers jours de la campagne. Nous-mêmes, autour de M. Parizeau, on s'est donné la permission de croire à la victoire seulement dans les dernières 48 heures. Puis le jour, on était sûr de gagner. Ça faisait des mois qu'on se préparait à une victoire du oui. Qu'est-ce qui se passait le lendemain, le surlendemain, etc. Donc, on avait tout fait ça. Mais quand même, sans avoir cette idée-là, dans la population, dans le peuple du oui, disons, la croyance en la victoire du oui, c'était vraiment dans les derniers jours. Et donc, chacun se sentait mobilisé. Moi, je me souviens, mon oncle fédéraliste, chirurgien à la retraite, disait, là, au club de golf, on parle politique, mais là, depuis 2 semaines, mes amis ne veulent plus en parler. Puis je leur dis, pourquoi? C'est nos enfants puis nos petits-enfants. Ils nous disent de voter oui. C'est qu'on est mieux pas en parler. Puis là, j'ai dit, wow, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans les sous-bassements de la discussion dans les familles. Puis ça, c'est très intéressant parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'indépendantistes inquiets parce qu'on le sait que le Parti québécois est en position de prendre le pouvoir, mais on aimerait ça gagner le référendum. C'est bien d'en faire un, mais c'est encore mieux de le gagner. Fait que ça peut bouger même dans les dernières semaines d'une campagne de référendum. De toute façon, chaque cycle
politique nous montre que le nombre de gens qui se décident dans la dernière semaine, dans les derniers jours et dans le bureau de scrutin augmente de cycle en cycle. Et donc, cette proportion-là, c'est pas la faute aux sondeurs s'ils se trompent, c'est que les gens ne savent pas l'avant-veille ce qu'ils vont voter, c'est-à-dire une proportion de plus importante de gens. Pour ce qui est de 95, nous savons qu'on a à peu près 2 à 3 de gens qui sont entrés en voulant voter oui et qui ont voté non. Moi, j'en ai connu, il y en a qui me l'ont dit, à cause de craintes économiques. Ils ont dit « Ah, je suis pas capable. » Ça aurait pu changer, ce 2 à 3 %-là. Oui, 1 changeait. Je suis pas capable. Bon, OK. Et d'ailleurs, il y a un genre de fonds qui est... Vous, votre génération-là, votre génération, vous n'avez pas connu ça. Mais dans les générations antérieures, il y a un genre de complexe d'infériorité des Québécois qui était très fort, qui disait « On n'est pas capable, on va se dégonfler. Je vais pas voter oui parce que les Québécois vont se dégonfler. » OK? Par exemple, Gilles Proulx, bon, lui, il a voté oui, mais lui, il est le porteur de cette idée-là que les Québécois se dégonflent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons arguments historiques, etc., mais bon. Et lorsque le oui a eu 50 moins 4 dixièmes, immédiatement après, au sondage de décembre, le oui était à 56. Puis il est resté majoritaire pendant 1 an parce que, moi, ma lecture, c'était... Les gens disaient, cette différence-là, si on avait su que le oui allait être aussi fort, on aurait voté oui. Très québécois. C'est très québécois. C'est très psychologique aussi. Ouais. Puis c'est comment que ça s'organise après, justement, le référendum? Parce que là, il y a tout un peu cette construction de « OK, on se prépare », puis là, il y a la défaite. Ben, il y a le vol du référendum. Mm-hmm. De votre côté, comment ça s'organise après? Qu'est-ce que vous faites? Justement, parce que vous dites le oui est quand même majoritaire après. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne se passe pas par la suite? Ben, moi, ma conviction très, très grande, c'était qu'on avait fait un progrès massif. On était passé de 40 sur une question molle en 80 à 50 sur une question beaucoup plus dure. Puis les gens qui n'avaient pas compris, là, c'était écrit « non à la séparation » sur tous les poteaux de téléphone du Québec. Tu sais, je disais, peu importe ce que nous, on disait, tout le monde savait que la question, c'est sur la séparation. Bon, c'était bien clair. Et d'ailleurs, le camp du non avait clippé M. Parizeau le jour de l'annonce de la question, puis il disait, si vous voulez un pays, votez oui. Si vous voulez pas de pays, votez non. Okay? Moi, je m'étais battu pour que le mot pays soit dans la question. Je voulais que le mot pays soit dans la question. Puis, les sondages montraient qu'on allait perdre peut-être 1 ou 2 points si on avait le mot pays. Je dis, ça, c'est les sondages d'aujourd'hui. Le jour du référendum, tout le monde va comprendre que la question, c'est un pays. Et d'ailleurs, Stéphane Dion et les autres, ils disent, oui, mais on voit que dans les sondages, il y a quand même 10% des gens qui veulent voter oui, qui veulent rester dans le Canada. C'est vrai. Puis, il y a 10% des gens qui veulent voter non, qui veulent un pays, ça c'est vrai aussi, vous en parlez jamais, OK? Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas cette année, ils ne veulent pas avec ce chef-là, ils ne veulent pas avec ce taux de chômage-là. Bon, mais il y a quand même de la profondeur. Puis, moi, j'ai sondé. Quand on est au bureau du premier ministre, on peut sonder. Ça, c'est très intéressant. Puis je me suis rendu compte que c'est comme un vote de grève. Les gens disent, on va voter oui, on sait qu'on vote pour un pays, on espère que ça va être la réforme du fédéralisme. T'sais, on n'espère pas aller en grève. On a voté la grève. On n'espère pas avoir la grève, mais on sait que si ça ne marche pas, on va être en grève. Bon, alors c'est ça. Donc, il y a toujours une partie des électeurs qui sont des électeurs stratégiques, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Bon, il y en a 2 à 3 qui ne savent pas ce qui va se passer. C'est vrai, là, OK? Des deux côtés. Il y a des gens qui votent non, ils ne sont même pas sûrs qu'on est une province ou un pays. Tu sais, bon. Alors, donc, il y a ça. Donc, moi, je voyais qu'on avait fait un gain considérable et qu'on avait mis le Canada en déséquilibre et qu'on avait 1 an pour faire la souveraineté. On avait 1 an à partir de là pour faire la souveraineté et ça a été mon combat avec Lucien Bouchard pendant 1 an d'essayer de le convaincre de toutes sortes de façons que notre fenêtre, elle était là, il fallait la prendre, puis que le temps jouait contre nous. Puis plus on attendait, parce que là, on avait l'air des vrais gagnants. On avait une énorme victoire morale. Mais à un moment donné, le fait qu'on a perdu va finir par s'imposer à l'opinion, puis elle a fini par s'imposer à l'opinion.
Oui, puis les gens espéraient du changement aussi du côté du non, puis là, ça Exact. venait pas en plus. Fait Exact. que on sentait qu'on s'était fait avoir un peu peut-être. Moi, je n'étais pas là, malheureusement. J'aurais aimé connaître cette période. Parlons des relations internationales, parce que vous l'avez dit, vous êtes entré par cette porte-là avec M. Parizeau, mais avant ça, dans votre carrière, vous avez eu une grande carrière, justement, journalistique aux États-Unis, notamment. Qu'est-ce qui vous a porté vers le journalisme politique aux États-Unis? Aux États-Unis et en France, moi, je voulais être correspondant étranger. C'était Tintin et Bob Moran. Mhm. Et donc, je trouvais ça extraordinaire de correspondre. Pierre Nadeau, qui était, disons, le grand journaliste de l'époque, il était constamment à l'étranger, sous les balles, etc. Moi, je trouvais ça extraordinaire. Et donc, j'avais décidé assez tôt, d'abord que j'allais être journaliste. J'ai fait du journalisme local. Il y avait un quotidien en 74-76 qui s'appelait Le Jour, qui est un quotidien indépendantiste. Notre ancêtre. Et j'étais le seul correspondant régional du Jour. Et puis, donc, j'étais correspondant à Tetra Mines. Il y avait la grève, etc. Donc, j'écrivais pour Le Jour. Et ensuite, et donc, ce que je voulais, j'ai fait mon droit, un droit très politique en sciences juridiques à l'UQAM. Et c'était pour faire du journalisme. Donc, je suis entré immédiatement après à la Presse canadienne à Montréal, à ce secteur radio. Là, ensuite, j'ai fait un stage grâce au MRI. Il y avait des stages en France. Et là, j'ai eu une offre d'être inscrit au Centre de formation des journalistes de Paris. Donc, je suis allé, j'ai eu mon diplôme à titre étranger. Et là, j'ai commencé à faire des piges. Des piges pour Radio-Canada, des piges pour la presse, Le Soleil. Bon, et puis ensuite, la presse m'a offert, donc je suis resté 4 ans, c'était le gouvernement Mitterrand. Donc, je suis resté 4 ans. Ensuite, la presse m'a offert d'être leur correspondant à Washington. Donc, j'ai fait ça aussi 4 ans. Et ensuite, j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle Dans l'œil de l'aigle sur comment les Américains ont réagi à la montée du nationalisme québécois depuis les années 60 jusqu'à... Ça, c'est très intéressant, justement. C'est quoi l'opinion générale des Américains, puis quelle a été l'évolution de l'opinion des Américains, parce que c'est quand même notre principal voisin en ce moment. Ben, on déménagera pas, comme vous le disiez, le Québec au sud. Donc, c'est quoi l'opinion des Américains sur l'indépendance? Alors, je peux pas dire pour Trump, OK? Mais je peux dire jusqu'à Reagan. Alors, bon, moi, je voulais écrire le livre, évidemment, comment les Américains et la CIA ont tout fait pour empêcher l'indépendance. Ça a été un bien meilleur vendeur, là, tu sais. Mais le fait est que les Américains considéraient que, d'abord, le Québec avait raison d'être mécontent de sa place dans le Canada. Ça, pendant les années 60 et 70, c'est très clair. Les analystes américains estiment que le Québec est une colonie intérieure du Canada, puis que c'est pas correct, parce qu'eux, ils sont anticolonialistes. Bon. Et ensuite, ils considèrent, dans les années 70, que le Canada devrait offrir plus d'autonomie au Québec au sein du Canada, que si le Québec vote oui, ça va compliquer les choses. Ce serait mieux que le Québec vote pas oui. Donc, ce serait un inconvénient, mais pas une menace. Un inconvénient, mais pas une menace. Et donc, la position des États-Unis, c'est d'envoyer des signaux pour dire on préfère un Canada uni, mais c'est aux Canadiens de décider. Et là, le mot Canadien est important, c'est que c'est pas aux Québécois de décider, c'est aux Canadiens de décider. Mais Bill Clinton s'est trompé. Lui, pendant la campagne référendaire de 95, il avait mal lu ses notes, puis il a dit c'est aux Québécois de décider. Victoire. C'est une bonne petite victoire, ça commence bien. Ouais. JFK, lui, de son côté, je vous ai souvent entendu raconter cette histoire-là. J'ai trouvé ça fascinant. J'aimerais ça que les gens puissent profiter de cette histoire-là. C'était quoi, lui, son opinion? Il y a une opinion particulière sur le Québec. Bon, alors, l'état de la preuve est fragmentaire, OK? Mais c'est la preuve qu'on a, puis il n'y a pas de preuve inverse. Alors, on sait que Kennedy, lorsqu'il était sénateur dans les années 60, était très favorable au mouvement d'indépendance de l'Algérie, même contre la volonté de la France à l'époque, et sur l'Angola, et sur, bon, même lorsqu'il était à la Maison-Blanche, il recevait des chefs de ces pays-là. En plus, il était irlandais.
Alors, c'est sûr que les Américains, en général, pour eux, la sécession, c'est un traumatisme à cause de la guerre de sécession. Mais John F. Kennedy, c'est un Irlandais. Et donc, la sécession de l'Irlande, c'est un miracle, c'est un but historique. Et même lui continue à dire que l'Irlande du Nord devrait être attachée à l'Irlande du Sud. Ils disent plus ça maintenant. Mais à l'époque, ils le disaient. Et donc, l'idée de séparer un pays occidental d'un autre pays occidental, pour lui, c'était pas terrible. Et il se trouve que pour devenir sénateur, il devait au moins neutraliser les voix des Canadiens français du Massachusetts, qui était son État. Et les Canadiens français, ils votaient républicains. Pourquoi? Parce que les Irlandais votaient démocrates. Dans l'échelle de la pauvreté, alors d'abord, les Irlandais avaient les mauvaises jobs. Et ensuite, les Canadiens français sont arrivés et ont pris, ont pris aussi les mauvaises jobs et donc ont tiré vers le bas le revenu. Alors, les Irlandais détestaient les Canadiens français qui leur avaient pris leur job et les Canadiens français n'étaient pas contents non plus. En plus, c'était des catholiques et ils étaient dans la même église. Alors, ils se battaient pour savoir s'il allait y avoir des curés puis des évêques francophones ou anglophones. Une énorme bataille. Pour eux, c'était énorme. Alors, dans ce cas-là, l'actualité, c'était l'actualité religieuse. C'était comme s'il y avait un téléjournal. On commencerait par les nouvelles des curés puis des évêques. OK? Et donc, dans l'État, le sénateur était un républicain et avait l'appui des francophones. Alors, John Kennedy, qui parlait très, très peu le français, sa mère parlait français. Évidemment, Jackie Kennedy venait d'une famille à moitié français. Elle avait travaillé, je pense que c'était à Vogue à Paris, donc elle parlait très bien français. Et donc, ils allaient faire des conférences en français dans les communautés francophones. L'homme le plus important là-dedans, c'était le père Armand Morissette, qui était de la paroisse de Lowell, très influent auprès des républicains, etc., ami du sénateur républicain, ami de Jack Kerouac. Jack Kerouac était son paroissien. Okay? D'ailleurs, il l'encourage à écrire. Et là, les Kennedy font une grande opération de séduction auprès du père Morissette pour qu'au moins, il ne donne pas de consigne de vote. Dites, votez pour qui vous voulez, alors qu'il avait toujours dit votez républicain. Il réussit. Mais le père Morissette, d'abord, c'est un gaulliste, puis c'est un indépendantiste de la première époque. Il faut dire que dans les années 30, il était beaucoup question d'indépendance au Québec. Alors lui, il était là-dedans avec Lionel Groulx, etc. Et il dit avoir parlé d'indépendance à John Kennedy. Il me le dit à moi. Moi, je l'ai interviewé, il était encore vivant, pétant de santé, etc. Il me raconte ça. Puis là, je dis, bah, c'est juste lui. Donc, je parle à un de ses amis de l'époque qui dit, ouais, il était bien fatigant avec ça. Il n'arrêtait pas de nous dire qu'il disait ça. Bon, peut-être mentait-il à tous, mais en tout cas, c'est ça. Moi, j'ai pu vérifier qu'effectivement, Morissette a même vu Kennedy lorsqu'il était au Sénat et à la Maison-Blanche. Ça, c'est avéré. Et il y a une deuxième source, moins forte, qui nous dit qu'il aurait dit à des amis à New York qui étaient favorables à l'indépendance du Québec. On sait qu'il était très gaulliste. Il voulait apprendre... Il apprenait le français, d'ailleurs, en cachette à la Maison-Blanche. Lorsqu'on parle à ses conseillers, y compris, j'ai parlé à son ancien secrétaire d'État, qui disait « J'y en ai parlé ». Parce qu'à l'époque, c'est sur la une du New York Times, la question de l'indépendance du Québec en 62 ou 63. Il dit, écoutez, c'est sûr que l'intérêt des États-Unis, c'est un Canada uni. Mais n'insistez pas. Il dit à Dean Rusk, n'insistez pas. Okay? Et Dean Rusk me dit, qu'il ait dit à des amis qui étaient pour l'indépendance du Québec, ça ne me surprendrait absolument pas, parce que c'est le genre de choses qu'il disait. Bon, alors c'est ça qu'on a comme faisceau de preuves ou d'indices. Fascinant. Ouais. Si on regarde aussi au niveau du côté français, là on regarde un peu au niveau américain, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Les Français, eux, est-ce que c'était un peu le même processus par rapport à l'opinion au niveau de l'indépendance du Québec ou c'était différent? Bon, alors les Français, c'est De Gaulle. OK? Donc, j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle « La tentation québécoise de John Kennedy » et ensuite « De Gaulle, l'indépendantiste ». Alors, De Gaulle, lui, affirme avoir été convaincu de l'inéluctabilité de l'indépendance du Québec
dès les années 50. Parce qu'il vient au Québec, de Gaulle, il vient en 44, il revient en 60, puis il dit, puis il rencontre aucun indépendantiste, là, OK? Puis il dit, c'est ça, ça va être ça, parce que lui, il est en train de donner l'indépendance à toutes les colonies francophones, puis il veut être le grand décolonisateur sur la planète. Alors lui, il essaie de se trouver une place, puis ça va être ma place. Puis, de toute évidence, le Québec devrait faire partie de cette constellation de nouveaux pays francophones proches de Gaulle. Et il pose des gestes dès 63, 64, 65 d'hostilité envers le Canada. Et maintenant qu'on a donc son ministre Alain Peyrefitte, prenait des notes tous les jours sur les conversations au Conseil des ministres, ou lui avec De Gaulle, et sa conviction indépendantiste est très, très ferme dès 63-64. Et lorsqu'il est invité à venir à l'exposition universelle de 67, au début, il dit non. Il dit, je ne vais pas là parce que si j'y vais, je vais faire un malheur. Je vais faire un malheur. Tu sais, c'était, retenez-moi, là. Bon. Puis quand il décide de le faire, il dit, j'y vais pour faire l'histoire. Et donc, il prend le navire, le Colbert, parce qu'évidemment, à Ottawa, ils veulent le faire venir à Ottawa d'abord, et à Montréal ensuite, puis à Québec ensuite. Puis comment contourner ça? Il y a plusieurs personnes qui arrivent à la même conclusion. Il faut qu'il prenne un bateau. Puis s'il prend un bateau, il va arriver d'abord à Québec. Okay? Et donc, c'est ce qu'il fait. Et dans le bateau, il écrit tous ses discours qui s'en viennent, y compris le discours du balcon. Et là, pour se dégourdir les jambes, il va marcher, puis il voit son chef d'état-major, puis il dit « Qu'est-ce que vous diriez si je leur disais « Vive le Québec libre » OK? Et son chef d'état-major dit « Ben, monsieur, vous n'y pensez pas? » Il dit « Je pense que si. Ça dépendra de l'atmosphère. » Et puis donc, sa volonté de faire ça, il venait pour ça. Il venait pour ça si ça se prêtait. Et ça se prêtait. Voilà. Et donc, c'est la plus grande ingérence dans les affaires intérieures d'un pays ami de l'histoire de la diplomatie en démocratie. Là, c'est clair. Mais les Canadiens avaient raison d'être complètement outrés de ça. Je veux dire, il vient demander la rupture d'un pays ami qui était venu sauver la France 2 fois dans les 2 guerres mondiales. Non, mais c'est vu comme une immense ingratitude. Je veux dire, donc, ensuite, De Gaulle est très déçu que, puisqu'il l'a dit, ça devrait se faire. Et donc, il propose au premier ministre Daniel Johnson d'augmenter la pression, de venir chaque année, de faire toutes sortes de choses. Puis Johnson dit non, moi, je suis pour donner des coups de pied à Ottawa, mais pas le dernier. Johnson voulait rester dans le Canada avec 2 États associés, quoi que ce soit, mais pas en sortir. Et ce qui fait que De Gaulle était déçu de l'absence d'audace de Johnson. Mais ça, c'est intéressant ce que vous racontez parce qu'il y a beaucoup de fédéralistes qui se plaisent à dire non, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient à ce moment-là. C'était pas calculé, etc. Alors que vous le racontez bien, c'était très calculé. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Moi, j'ai moi-même entendu Jean Chrétien dire dans une conférence à mon cégep à Shawinigan à l'époque, dire que c'était un grand mêlé, puis à ce moment-là, il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est tout à fait faux, là, tu sais. Ah oui, c'était tout à fait. Puis d'ailleurs, son ministre des Affaires extérieures, Couve-Nemurville, lui, il disait, et Pompidou, disait c'est fou. Il est fou, De Gaulle, sur la question du Québec. Il va nous amener dans des crises. Donc, ils étaient bien conscients de ce que De Gaulle voulait faire. Et non, puis d'ailleurs, donc il y a le Vive le Québec libre en juillet 67, mais ensuite, en septembre 67, septembre ou octobre, il fait une conférence de presse où il a bien préparé son truc, où il dit « Le Québec deviendra un État souverain. » Voilà. Et je me suis pas trompé, là. Je l'ai vraiment dit. Et puis, il a instauré une sorte de tradition, le gaullisme en France, où que c'était un peu la ligne de soutenir le Québec dans ses choix. En 95, est-ce que cette ligne-là est maintenue avec Jacques Chirac? Ah oui. D'ailleurs, à l'époque où il dit ça, tous ses opposants politiques le dénoncent. Okay? Mitterrand, par exemple, puis ils disent il est vieux. Il est vieux. Et donc, ça a pris une quinzaine d'années pour que la position de De Gaulle devienne la position de tous les gouvernements, de tous les partis politiques. Ça devient transpartisan. Et ça, c'est un gain majeur pour le Québec, pour les souverainistes, et c'est une défaite
pour les fédéralistes. Et donc, lorsque, en 1995, avec M. Parizeau, on fait une visite, parce que finalement, il avait décidé que je ne serais pas juste son adjoint attaché de presse. Alors, donc, j'étais son conseiller aux affaires internationales, entre autres choses. Et donc, on va voir M. Chirac. Puis on savait que M. Chirac était très proche de M. Chrétien. Donc... Chrétien avait insulté quand même Chirac. Ben, c'est ça, juste après. Alors donc, on va le voir, puis on ne sait pas ce qui va se passer là-dedans, dans cette rencontre. Ça fait que M. Parizeau explique où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, etc. Puis la question, c'est lorsque le Québec votera oui, on ne va pas déclarer l'indépendance le soir même, on va avoir une période de négociation. Mais ce qui va être très important, c'est que la France reconnaisse que le Québec vient de choisir d'être souverain. Parce que notre hypothèse, c'était que le Canada allait refuser d'accepter le verdict. Okay? On avait raison, mais à ce moment-là, c'était toujours une hypothèse. Et là, on ne savait pas si... M. Chirac aurait très bien pu dire, c'est une très bonne question, M. Parizeau, tenez votre référendum, puis on en reparle pendant la campagne. Hein? Pourquoi est-ce que moi, tout de suite, lui était maire de Paris, il était candidat à la présidentielle et pour l'instant, ses sondages étaient très mauvais. Pourquoi s'engagerait-il tout de suite à prendre une position dans une hypothèse qui, pour l'instant, n'est pas avérée? Puis d'ailleurs, les sondages ne montraient pas qu'on gagnait le référendum. Mais non, peut-être pour des fins de politique intérieure, parce que lui, il se battait pour le vote gaulliste. Il a dit, bien sûr que la France va reconnaître. Alors, je vous le dis à vous. Je vous le dis à vous, on est en privé. Il y avait quand même une quinzaine de personnes, donc ça laisse savoir, mais au moins, je vous le dis à vous, puis on va entraîner les pays francophones dans la foulée, dans les jours qui suivent. Très bien. C'est que là, on discute, ça, c'était ma job. Qu'est-ce qu'on va dire à la conférence de presse? Alors je dis, M. Chirac, généralement, dans ces cas-là, on dit, écoutez, on a eu une conversation sur la question de la reconnaissance, c'est une bonne question, c'est envisageable. Là, vous verrez ce que vous voulez dire. Nous, on va être d'accord, juste que vous ne disiez pas non. C'est juste qu'on ne veut pas entendre non. Bon, ça qui arrive là, première question. Il dit, bien sûr qu'on va reconnaître. Bien sûr. Dès que les Québécois voteront oui, si c'est le cas, nous allons reconnaître cette décision et je suis sûr que plusieurs pays de la francophonie le feront avec nous dans les jours qui vont suivre. Bang! Je dis là, wow! OK? C'est que là, lui, il mettait de la pression sur l'autre candidat qui venait du mouvement de droite gaulliste, Balladur, qui était premier ministre, qui a été obligé de dire, lui, sa phrase, c'était lorsque vous nous le demanderez, nous serons à même de vous reconnaître, ou un truc comme ça, bon, à peine déguisé. Et là, Jean Chrétien, qui était au Chili à ce moment-là, il dit, le Québec a autant de chances de devenir indépendant que Jacques Chirac de devenir président. Et puis là, Chirac a été élu. Ah ouais, hein, fait qu'il n'aurait pas dû... Oui, et donc, au moment du référendum, donc il est élu, je ne me souviens pas, mais c'est quand même 80... Oui, c'est quelques mois avant le référendum. Et donc, moi, on avait décidé d'envoyer Jacques-Yvan Morin comme émissaire spécial du premier ministre pour négocier le texte que l'Élysée allait rendre public le soir d'un oui. Et donc, moi, j'ai été très mêlé à cette négociation-là. Et on avait exactement ce qu'on voulait. C'est-à-dire, les Québécois ont décidé aujourd'hui de choisir la souveraineté. Elle se réalisera après avoir offert un partenariat au Canada. Et lorsque le Québec déclarera sa souveraineté, nous serons au rendez-vous. Puis là, j'avais dit, dans la négo, j'ai dit, écoutez, nous, on veut avoir des bons rapports avec le Canada. C'est que si l'Élysée veut dire... cette décision ne doit en aucun cas remettre en cause le respect que nous avons pour le Canada. Je dis, allez-y, allez-y. Ah ouais, il était content. Donc, il y a toute une belle phrase pour le Canada qui suit. Donc, nous avons la certitude que le soir du référendum, donc les Québécois auraient entendu Jean Chrétien refuser de reconnaître le verdict. Alors que quelques jours avant, il avait dit à la télé, le choix des Québécois est un choix irréversible pour un pays. Okay? Et là, ce soir-là, il a dit aucun choix n'a été fait. La question n'était pas claire, la majorité n'est pas assez forte, rien de ce qu'il n'avait pas dit ça 3 jours avant. Et d'ailleurs,
il le dit dans ses propres mémoires, qu'il fait le choix de mentir aux Québécois dans son allocution télévisée pour faire peur aux indécis, pour essayer de gagner. Puis là, s'il perdait, ben, il se contredirait. Ben, c'est ça. C'est Bon. ce qu'on appelle la manipulation. Ce qu'on appelle un mensonge politique sur la question de l'avenir d'une nation. Tu sais, il y a des mensonges pas graves, il y a des mensonges gravissimes. Celui-là en est un, et d'autant qu'il prétend que c'est grâce à cette intervention qu'il a gagné. Donc, selon lui, la survie du Canada repose sur un mensonge. Alors donc, on aurait eu cette déclaration du Canada, qui est quand même important. Les Québécois viennent de voter oui, disons, à 50,5 %. Ils se font dire par M. Chrétien, ben non, c'est pas dans la Constitution, donc c'est non. Puis, il aurait annoncé un nouveau référendum, peut-être. Il réfléchissait à ça. Et le soir même aussi, on aurait eu Jacques Chirac qui a dit, ben oui, ils ont dit oui. Les Québécois ont dit oui, on reconnaît qu'ils ont dit oui. Puis le lendemain, 2 ou 3 pays francophones qui auraient dit ça. Tout ça n'a d'importance que pour... Je veux dire, le but de l'opération, c'est qu'à la fin, Ottawa dise oui. Okay? Parce qu'on peut bien déclarer notre souveraineté, et si on n'a pas les clés des bureaux de poste, si on n'a pas les clés du port de Montréal, si on ne peut pas convaincre les entreprises d'arrêter d'envoyer leurs impôts à Ottawa, ben on n'est pas souverain. Donc, qu'on le veuille ou non, il faut qu'il y ait un moment où Ottawa dise oui. Donc, toute la stratégie post-référendaire était de créer le sentiment et la réalité de l'irréversibilité du oui. Et donc, ce qu'on voulait, on avait des gens qui avaient milité pour le non, qui allaient se déclarer en faveur de la décision dès le lendemain, dès le surlendemain. On avait une motion qu'on allait déposer à l'Assemblée nationale qui faisait que l'Assemblée reconnaissait que les Québécois avaient dit oui à la question, c'est tout ce qu'on voulait. Et là, on sait depuis que ça aurait fait imploser le caucus libéral, parce qu'il y en a qui auraient voulu dire oui, bien sûr, c'est ça, on a perdu. Puis d'autres qui auraient dit jamais de la vie. Moi, je ne suis pas d'accord, la question n'était pas claire, ils ont triché, etc. Bon, donc ça aurait implosé. Et évidemment, les marchés auraient été très durs sur le dollar canadien. Déjà, dans la dernière semaine, les marchés n'étaient pas préparés du tout à l'idée qu'on allait gagner. Et donc, dans les derniers jours, ils se sont rendus compte de ça. Le dollar canadien a décroché. Au lendemain d'un oui, il aurait décroché encore plus. Les avoirs en bourse des compagnies canadiennes à Toronto et à New York auraient décroché aussi. Et donc, notre lecture, la lecture de M. Parizeau, c'est que, ben, là, les entreprises vont dire à Chrétien, ben, il faut régler. Il faut restabiliser la situation. Et la seule façon de restabiliser la situation, c'est d'abord qu'il y ait un genre de communiqué conjoint entre le ministre fédéral des Finances et le ministre québécois des Finances pour dire que ben, on s'engage à garder la même monnaie et à rester dans un marché commun pour stabiliser. Et puis ensuite, on négociera les détails. OK? Bon, mais ce geste-là, ce premier communiqué conjoint, c'est la reconnaissance de la décision. OK? Et donc, toute la pression aura été mise sur le fédéral pour qu'il dise oui. Alors, ça va être la même chose la prochaine fois. C'est toujours la même chose. Okay? Alors, ce refus de dire oui, il faut casser le refus de dire oui, et ça se serait joué comme ça. Et c'est pourquoi, à mon avis, les Britanniques, les Allemands, les Américains n'auraient rien dit. Ils n'auraient pas dit, ils ont dit oui, ils ont dit non, ils auraient dit, ils seraient restés neutres. Puis là, pour M. Chrétien, ça aurait été très grave d'être lâché par ses alliés. Il aurait été isolé un peu. Et d'autant qu'il n'avait pas du tout préparé l'opinion internationale à l'idée qu'il pourrait refuser. Parce que les diplomates, ils avaient entendu aussi sa déclaration, c'est irréversible. Puis il avait dit, la décision est entre la main des Québécois. Puis là, il dit, ben non, c'est pas dans la Constitution. Ben là, tu as dit que c'est entre les mains des Québécois. Bon, là, avec la loi sur la clarté, ils ont bien mieux préparé les choses pour refuser la prochaine fois. Mais à l'époque, ça serait déroulé comme ça. Est-ce qu'il y avait aussi des démarches au niveau, je pense que, là, je ne sais pas si je me trompe, mais au niveau de certains pays de l'Amérique latine qui auraient reconnu aussi notre indépendance dans la même veine que la France? Ça, c'est très difficile à dire parce que c'est sûr qu'il y a eu plein de démarches. Bernard Landry, qui parlait un excellent espagnol, avait fait le tour, on avait envoyé des lettres à tout le monde, etc. Et puis, la question, c'est l'intérêt national. Je veux dire, les pays de la francophonie nous avaient dit qu'ils allaient nous reconnaître, mais ils disent ça. Et c'est sûr que leur intérêt, c'est de suivre la France. Si la France dit oui, elle le fait. OK. Maintenant, les pays d'Amérique latine
Leur commerce est avec nous un peu plus qu'avec le Canada, mais c'est pas un gros truc. Quel est leur intérêt? Est-ce que... Bon, alors, ça, je veux dire, ils auraient... À partir du moment où la boule de neige descend la pente, certains auraient fini par embarquer. Mais c'était pas un gros enjeu. Non. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous être confiants que la France pourrait rejouer dans ce jeu-là puis nous appuyer? Je sais que vous n'êtes pas aux commandes, mais est-ce que vous êtes confiant, vous, personnellement, que la France pourrait aller jusqu'à... Ben, moi, je suis un adepte de Jean Charest à ce sujet-là. Et il y a un moment où, d'abord, Sarkozy a dit que lui, un de ses conseillers a dit, nous, on n'est pas dans le business de détruire le Canada. Okay? Puis évidemment, Sarkozy est un grand ami des Desmarais, qui sont favorables, évidemment, au Canada uni. Puis il avait dit ça. Et il reçoit Jean Charest à l'Élysée et il répond à une question, justement, sur l'indépendance. Puis il dit... C'est très vague, sa réponse. Donc, ça a l'air de dire qu'ils vont nous larguer. Et là, Charest sort de l'Élysée et devant les journalistes, il dit, écoutez, si les Québécois disaient oui en référendum sur la souveraineté, la France n'aurait d'autre choix que d'appuyer le Québec. Jean Charest. Jean Charest lui-même. Jean Charest, OK? Donc, lui, sa lecture des faits. Bon, d'abord, c'est sûr que lui savait que le rapport de force du Québec au sein du Canada dépend un peu du fait qu'on a l'appui d'une grande puissance. Et donc, il ne faut jamais dire que la grande puissance ne nous appuie pas, même si elle fléchit. Mais c'est vrai que c'est le sens de l'histoire. Et aujourd'hui, les Français ne comprendraient pas que la France n'appuie pas le Québec dans une décision indépendantiste. Et donc, tout concourt à ça. Mais il peut y avoir des épiphénomènes. Il peut avoir... Ça dépend de l'individu qui est là. Ça dépend... Est-ce que le Canada est sur le point... Ça, c'est toujours... Est sur le point d'acheter des mirages français? Est-ce qu'il est sur le point de vendre de l'uranium? Est-ce que... Tu sais, il y a des choses. Bon, ça c'est d'ailleurs l'histoire de l'échec du Canada avec la France. C'est qu'ils ont toujours fait miroiter qu'il pourrait avoir un gros deal. Et ça n'a jamais abouti. D'ailleurs, les gens qui disent la raison pour laquelle De Gaulle a crié « Vive le Québec libre », c'est que le Canada avait refusé de lui vendre de l'uranium. Ben, c'est sûr que ça ne l'a pas mis de bonne humeur, mais je pense que ce n'est pas la seule raison. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu le cas de la Catalogne? Oui. Est-ce que c'est un cas qui pourrait se produire si le Québec va dans la direction de l'indépendance? Ben, c'est trop tard. Alors, trop tard pour le Canada, parce que le Canada s'est déjà engagé à dire que c'est constitutionnellement possible pour une province de faire l'indépendance. C'est compliqué, ça prend ceci, cela, etc., mais c'est possible. Alors que les Espagnols ont dit, ben notre constitution, c'est écrit que l'Espagne est indivisible. C'est écrit dans la constitution. La Catalogne n'a même pas la capacité de tenir des élections ou des référendums. Donc, normalement, c'est l'État fédéral qui le fait. Là, la Catalogne a décidé d'organiser son propre référendum et l'Espagne a envoyé des militaires et des policiers pour empêcher le vote d'avoir lieu. Alors ça, ce n'est pas envisageable dans le Canada actuel. Il faudrait qu'on soit dans un autre Canada pour en arriver là. Si vous aviez aujourd'hui la chance de donner un seul conseil, avec toute votre expérience pendant le référendum de 95 à Paul Saint-Pierre Plamondon pour se préparer pour le prochain, quel serait ce conseil? Ce serait d'être moins naïf que nous l'avons été en 95. Bon, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que le gouvernement fédéral, pour chaque dollar que le oui a dépensé, le gouvernement fédéral en a dépensé 3. Ben ça, je comprends que c'est légal. On peut contester, on pourrait même contester la légalité de la chose, mais en tout cas, si c'est ça, moi, je pense qu'il faudrait que le premier ministre Plamondon modifie la loi sur les consultations populaires et sur le plafond des dons, puis qu'il dise, ben, il y aura un plafond, mais pour le camp du oui, il sera ajusté à la hausse si le gouvernement fédéral met de l'argent, et donc, dollar pour dollar, on pourra dépenser autant que le fédéral dépense. Puis, je ne sais pas si la France décidait d'embarquer, mais le non pourrait augmenter aussi, mais ça n'arrivera pas. Mais donc, par exemple, non, on ne se fera pas avoir. Là, puis, je pense que les Québécois seraient d'accord que c'est un principe d'équité. Si le fédéral embarque, nous, on embarque. On demande
officiellement, j'ai le premier ministre irait voir le premier ministre Poilievre, puis il dit, écoutez, on demande de faire une entente que, comme les Britanniques en Écosse, les Britanniques ont respecté les plafonds de dépenses en Écosse. Ben, est-ce que vous avez plus ou moins de fair play que les Britanniques? Bon, peut-être qu'on connaît la réponse, mais en tout cas, le fait de demander à M. Poilievre, s'il dit oui, tant mieux. S'il dit non, les Québécois vont dire, ben là, c'est pas juste. T'sais? Nous autres, on ne s'y connaît pas en Constitution, mais on s'y connaît en hockey. Puis ça prend autant de joueurs sur la glace, il n'y a pas de punition des deux côtés. C'est normal, OK? Pas trois fois plus d'un côté que de l'autre. Donc ça, je ferais ça. Puis ce que le fédéral a fait en 95, je pense qu'il y a des mesures qui nous permettraient de soit contourner le problème ou neutraliser. Mais ça, c'est juste une chose. Ensuite, il faut essayer d'imaginer ce qu'il ferait de plus. OK? On peut gagner la dernière guerre, mais il faut aussi gagner la prochaine. Ouais, ils sont prêts à tous les coups. Est-ce que vous avez un moment dans votre parcours qui vous a beaucoup marqué dans tout ce que vous avez fait au niveau international comme au sein d'une campagne référendaire? Ben, il y en a énormément. Je suis marqué de partout. C'est sûr qu'un référendum, ça doit être marquant. C'est sûr que la période la plus intense politiquement de ma vie, c'est la période référendaire, plus que des élections ou même plus que d'être chef du Parti québécois. Ah oui? Ben, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu. Mhm. Puis, c'est évidemment, c'est chaque moment où non seulement on met au service de la cause tout ce qu'on sait faire, mais qu'on apprend à faire des choses pendant qu'on le fait. Puis on se dit après, bon, je me souviens, le soir du référendum, j'avais appelé ma conjointe de l'époque, je lui dis, regarde là, on compte les votes, on a vraiment fait tout ce qu'on savait faire, puis même une couple de choses qu'on ne savait pas faire au début, qu'on a appris pendant le processus, puis on était très satisfaits de la campagne. Puis pourtant, les embûches avaient été massifs. Bon. Et donc, c'est ça. Moi, je pense que c'est sûr que la campagne référendaire, c'est un très, très grand moment. Ouais. J'ai envie de vous poser une question difficile, mais intéressante. D'accord. En 95, vous avez dit, vous venez de dire tantôt que vous n'étiez pas confiant de gagner le candidat oui à quelques mois, même à quelques semaines du référendum. Vous devenez chef du Parti québécois sous la promesse de ne pas tenir de référendum. Puis pour vous, en 95, c'est important quand même de faire le référendum, ne serait-ce que pour aller de l'avant. Pourquoi faire le choix, donc, je pense que c'est en 2017, la course à la chefferie, de ne pas tenir un référendum dans un premier mandat? Oui. En 1989, M. Parizeau s'était engagé à ne pas tenir de référendum dans son premier mandat. Enfin, pas de référendum sur l'indépendance. Il avait dit qu'il ferait des référendums sectoriels, qu'il ferait l'indépendance à la pièce. Ce qui était très oiseux, et il le savait aussi, mais il se disait, en 89, l'électorat n'est pas prêt à ce qu'on propose en référendum, donc il faut financer. Les gens savaient que M. Parizeau était indépendantiste, donc ils lui ont pardonné. Si M. Bouchard avait dit ça, il n'y aurait pas pardonné. Okay? Donc la personnalité est importante. Mais il avait lu la conjoncture. Il se disait, bon, là, ça me prend un mandat, puis ensuite, à mon second mandat, je ferai l'indépendance. Bon. Il n'avait pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Et ensuite, en 1994, la conjoncture a complètement changé. Il y a une majorité qui est favorable à l'indépendance, pas en 84, mais pas en 94, mais l'année précédente, il y avait une majorité. Et donc, il s'engage à tenir un référendum dans les 12 à 18 mois, par exemple. Donc, pourquoi? Il a lu la conjoncture différemment. C'est comme René Lévesque, en 1976, s'engage à tenir un référendum dans le premier mandat. En 1981, s'engage à ne pas tenir de référendum. Donc, il lit la conjoncture. Ben, moi, je fais comme mes modèles, Lévesque et Parizeau, je lis la conjoncture. J'ai l'absolue conviction que si, en 2018, on propose un référendum dans le premier mandat, on va faire un score encore pire que celui qu'on ferait. Alors, la question de l'urne de 2018, c'est se débarrasser des libéraux. C'est ça la question de l'urne. Alors, qui est le meilleur véhicule pour le faire? Est-ce le Parti québécois ou la CAQ? Tout le débat est là. Puis nous, on dit que c'est sûr que la CAQ peut se débarrasser des libéraux, mais ils ne sont pas sérieux. Donc, notre slogan, c'est « sérieusement ». Puis tous les sondages qu'on fait montrent que les gens sont plus d'accord avec nos positions sur la santé, sur l'éducation, etc., que ceux de la CAQ. Mais ils ont choisi la CAQ
et ils vont voter CAQ. Alors, moi, mon slogan, c'était chasser les libéraux, réussir l'indépendance dans cet ordre. Puis on parlait d'indépendance tous les jours. Puis même dans la campagne de 2018, on fait des publicités où on parle d'indépendance. Ça n'avait pas eu lieu depuis jamais. Je vous dis, maintenant, là, en aucun cas, même en 76 pour l'évêque, même en 94 pour Parizeau, il n'y a eu de publicité télévisée où l'indépendance a été un des thèmes. La première fois, c'était en 2018. OK? Mais ce qui a énormément nui, c'est que, évidemment, tous les adversaires disaient il ne veut pas faire la souveraineté. Lisée ne veut pas la faire. Il n'en parle pas. Il la met sous le boisseau, etc. Puis de toute façon, le PQ va mourir. Ça va mourir. Ça fait qu'on ne pense pas que quelqu'un, à l'article de la mort, va faire l'indépendance d'un pays. Alors, effectivement, mon message ne passait pas. Puis les gens pensaient qu'on avait abandonné la souveraineté, alors que, pour moi, comme pour Parizeau en 89, la meilleure façon de s'y rendre, c'était d'abord de se débarrasser des libéraux. Pendant ces 4 ans de gouvernement Lisée, on aurait eu des actions sur la nation québécoise, parce qu'il faut se souvenir, là, sous M. Couillard, on ne parlait pas de nation québécoise, c'était mal vu. On doit reconnaître à François Legault le mérite d'avoir rétabli la respectabilité de la nation. Évidemment, moi, j'aurais fait ça et encore plus, puis on aurait préparé le terrain avec le parti pour une campagne en 2022 qui aurait porté sur le référendum. Bon, c'est ça. Ça n'a pas marché. Ça vous a pas échappé. Ça n'a pas marché. Mais c'était ça. Donc, il faut lire la conjoncture, c'est sûr. Avez-vous l'impression que ça l'a démobilisé des électeurs indépendantistes qui se disaient, ben, au fond, ça sert à quoi de voter pour le Parti québécois s'il ne propose pas de référendum dans un premier mandat? Puis à ce moment-là, Québec solidaire parlait plus de souveraineté qu'aujourd'hui. Là. Il y avait des pancartes Québec libre avec Sol Zanetti, Catherine Dorion. Fait il y avait un engouement peut-être plus indépendantiste, surtout dans la région de Québec, pour Québec solidaire. Oui, mais c'était marginal. C'était marginal parce que la question, c'était est-ce qu'on veut de Gaétan Barrette pour un deuxième mandat? C'était ça la question. Les gens parlaient surtout de ça. C'était pas, ils sentaient que l'indépendance, c'était pas l'enjeu principal. Pour certains électeurs, comme nous dans cette pièce, c'est toujours l'enjeu principal. Mais nous sommes une minorité. Nous sommes des cas, OK? Nous sommes des cas. Nous ne sommes pas la moyenne des Québécois. Pour la moyenne des Québécois, c'était pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'était qui pouvait le mieux... Puis c'était même pas qui était le plus compétent pour se débarrasser des libéraux. Il disait, c'était nous, les péquistes, on était plus compétents. Mais qui a le plus de chances de nous en débarrasser? C'était la CAQ. Et donc, plein d'électeurs péquistes se sont dit, moi, je prends pas de chance. Alors, ils reviennent tous au Parti québécois maintenant, OK? Et donc, c'est ça. C'est l'histoire de ma tragique carrière politique. Voilà. Oui, je pensais que tu allais poser une question. Puis si c'était à refaire aujourd'hui, parce qu'on voit que même dans un contexte où l'indépendance n'est pas la priorité, parce qu'en ce moment, ce n'est toujours pas la priorité, les gens votent pour le Parti québécois, mais ils sont séduits par l'authenticité des convictions de Paul Saint-Pierre Plamondon et le fait qu'il tient ses convictions, même s'il dit « Gardez, je sais que c'est pas populaire d'en parler, mais je vais en parler parce que je tiens et c'est mon idée. Est-ce que vous pensez que c'était une erreur, finalement, Non, je pense pas que c'était une erreur dans la conjoncture. Puis je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon a raison de faire ce qu'il fait dans la nouvelle conjoncture. Et c'est plus facile. C'est plus facile. C'est toujours difficile. La politique, c'est pas juste difficile pour le Parti québécois, c'est toujours difficile de faire de la politique si on veut promouvoir des idées. Mais c'est sûr que une des questions de l'urne, c'est qui va nous débarrasser des caquistes. OK? Les caquistes sont très, très... suscitent beaucoup d'insatisfaction. Donc, qui est le mieux à même de nous débarrasser des caquistes? C'est une partie. Et évidemment, les indépendantistes qui sont 35 ou 37 % vont se dire, nous, on veut un nouveau référendum sur l'indépendance, donc on peut voter pour le PQ. Mais il y en a qui se disent aussi, on va voter PQ malgré l'indépendance. Hein? Il y a beaucoup d'électeurs malgré. On sait qu'en ce moment, c'est à peu près 20 % des électeurs péquistes potentiels qui disent qu'ils vont voter
alors qu'ils vont voter non. Puis c'est intéressant que cette discussion-là commence à avoir lieu. Même des fois, je l'ai eu au mordu. Mes deux collègues de l'étage d'en bas, Dimitri Soudas et Frédéric Boivin, se mettaient à débattre entre eux si on pouvait voter PQ sans être indépendantiste. Alors moi, j'étais là avec ma tasse indépendantiste. Je les écoutais. Parfait, continuez, c'est parfait. Bon. On va vous donner une tâche Génération Oui. D'accord. Et donc... oui, donc la lecture du résultat de 2022, si le Parti québécois l'emporte, ça ne sera pas un vote purement indépendantiste. Ça va être une addition d'insatisfaction envers la CAQ, de satisfaction envers Paul Saint-Pierre Plamondon, qui effectivement a la cote à cause de sa personnalité, son caractère, sa façon, sa génération. Je pense que ça a un impact et on voit l'augmentation du nombre de jeunes qui votent PQ, qui disent qu'ils vont voter PQ et qui disent qu'ils vont voter pour le oui. Ça tient aussi donc au passage du temps, au passage de génération, mais aussi au marqueur générationnel que Paul Saint-Pierre Plamondon porte. Mais je pense qu'il est très conscient que le résultat qu'il aurait positif, disons qu'avec 37% du vote, 37, c'est pas 50 plus 1. Et donc, ensuite, comme M. Parizeau, il dit, on ne pourra jamais avoir 50 si on ne fixe pas cet objectif-là clairement. Et c'est sûr que sur le chemin, le nombre de gens qui vont lui dire, ça se peut pas, tu devrais pas, on peut pas perdre, ça va devenir assourdissant. À moins que les sondages montent considérablement, puis là, que tout le monde dise, on va gagner. Mais tant que c'est pas dans la poche, c'est sûr qu'il va y avoir. Puis moi, j'ai été absolument renversé. J'étais tellement jeune de voir les gens venir voir Parizeau pour essayer de le convaincre de ne pas tenir le référendum, que ce serait terrible, que le taux de suicide allait augmenter. Et la résilience de cet homme à tenir et à ne pas montrer le moindre doute, je suis sûr qu'il doutait, je suis sûr. Mais il disait, si moi je doute, tout le monde va douter. Tout le monde va douter. Alors il faut que... Il y avait ce moment au début de 95 où ça allait mal pour plusieurs raisons. Puis on était 2 ou 3 avec M. Parizeau dans son bureau. Puis il me dit, il nous demande, y a-t-il encore quelqu'un au Québec qui veut un référendum sur l'indépendance en 95? J'ai dit, M. Parizeau, oui, ils sont tous dans cette pièce. Ça en dit long. Vous êtes donc analyste politique, on le disait tantôt, mais d'abord et avant tout auteur. Vous venez de publier un livre. Voulez-vous nous en parler un peu? Moi, j'ai eu la chance de lire quelques chroniques que vous avez écrites pour ce livre-là. Très intéressant. Donc, d'où est venue l'idée de publier votre plus récent livre? Bon, alors j'ai des amis qui me disent, bon, tes chroniques, on les découpe, on les met sur notre frigo. Mais là, on n'a plus de place. Le frigo, pourtant, il y a 2 portes, puis là, il n'y a plus de place. Bon, je dis, est-ce que je pourrais, je sais pas, imaginer un genre d'objet plus petit qu'on peut mettre sur une tablette avec toutes les chroniques dedans? Bon, ça, c'est un livre qui fait les chroniques. Alors, j'ai d'abord publié Par la bouche de mes crayons, où j'ai mis mes chroniques qui portent sur l'histoire du Québec, donc certains éléments, parce que j'aime... je me dis, si je découvre, moi, quelque chose sur l'histoire du Québec qui est nouveau et intéressant, je tiens pour acquis que plusieurs de mes lecteurs n'étaient pas au courant. Si je ne suis pas au courant, peut-être que plusieurs lecteurs ne sont pas au courant, alors ça m'intéresse, je vais raconter ces trucs-là. Et évidemment, sur un certain nombre de thèmes, bon. Et la clé d'avoir un bon recueil, ensuite j'ai publié encore Par la bouche de mes crayons, la clé d'avoir un bon recueil, c'est d'abord, toutes les mauvaises chroniques, on ne les choisit pas pour le recueil. Ensuite, toutes les chroniques où on avait tort, OK. Alors, on prend juste les bonnes, puis celles où on avait raison. Est-ce qu'il en reste beaucoup? De toute évidence, il y en a pour 2 livres. Bon. Ah bon. C'est bien. Une bonne moyenne au bâton. C'est ça. Là, on les regroupe par thème, puis là, on les met à jour. Parce qu'il faut mettre à jour, etc. Bon, puis il y a des gens qui disent, hey, j'ai acheté ton livre en septembre, puis il y a quelque chose qui s'est passé au mois d'août. Je dis oui, parce que quand on fait un livre, on envoie le manuscrit, ensuite, il y a une révision, puis ensuite, il y a les bleus. On peut changer jusqu'à la fin. Sur les bleus, bon, il ne faut pas changer la page. Il ne faut pas que ça dépasse. On ne peut pas ajouter un paragraphe. Mais si on enlève quelque chose, on peut l'ajouter. Ça fait que je trouve ça le fun d'être assez proche du moment de la lecture. Et puis finalement, pour la question dans la sélection, je me suis dit,
si quelqu'un débarquait au Québec maintenant, avant Noël de 2024, et se disait, bon, quoi de neuf? Qu'est-ce qui est en train de chambouler nos vies? Au Québec, au Canada et dans le monde. Qu'est-ce que ce serait? Alors, c'est ma lecture à moi. Et je me dis, ben là, il faut regarder la question de la montée des femmes, il faut regarder la question du débat sur le genre, il faut regarder au Québec la question de la culture québécoise puis de l'immigration, il faut regarder dans le monde la montée des tyrans, il faut parler du réchauffement climatique, où est-ce qu'on en est. Puis, il faut rigoler un petit peu parce que toutes les nouvelles ne sont pas bonnes. Donc, j'ai regroupé certaines chroniques où je me permets de me penser drôle, où je suis très, très ironique. Puis, on va parler d'où est-ce qu'on en est sur l'indépendance du Québec aussi. Bon. Alors, quand tu as fini de lire ça, tu te dis, bon, en tout cas, je sais ce que Lisée pense de ce qui est en train de changer autour de nous. Voilà. Oui, il y en a une qui me vient en tête parce que j'ai eu accès, vous nous avez envoyé une copie de votre livre par courriel. Il y en a une justement sur Ici le Québec. C'était dit oui en 95 que j'ai trouvé vraiment fascinante. Puis une autre que je veux souligner pour votre humour, tout avec l'histoire Bonjour Pitoun, que j'ai beaucoup ri. Ça, j'ai toujours trouvé que vous avez en politique un bon sens de l'humour, une bonne répartie. Fait que j'ai trouvé ça très intéressant. Je pense que nos auditeurs vont apprécier votre livre, ne serait-ce que pour la chronique sur... Sur les pitounes. Non, ça, pour l'autre. Quoique celle sur les pitounes m'a beaucoup fait rire. Moi, je poserais peut-être enfin la question. Vous avez fait de la politique. Si Paul Saint-Plamondon devient le prochain premier ministre du Québec, dit qu'il veut faire un référendum dans le premier mandat, qu'il cherche son équipe, est-ce que vous l'appelez pour y être? Être adjoint. Être adjoint de l'attaché de presse. Adjoint de l'attaché de presse. Elle est bonne. On m'a demandé si je voulais me présenter. J'ai dit non. Moi, je me suis présenté dans le passé. J'ai beaucoup aimé ça. Mais je ne serai pas candidat. Et ensuite, la question, c'est... Je suis quand même assez présent dans l'espace public. Et puis, des gens qui me disent qu'en me lisant ou en m'entendant, ils deviennent indépendantistes. Alors que c'est peut-être ça mon rôle. Parce que le grand défi, c'est que pour l'instant, il n'y a pas assez d'indépendantistes au Québec pour faire l'indépendance. Alors, peut-être que c'est là où je suis le plus utile. Puis les médias, ça a un poids considérable. Vous avez une influence certainement grandissante et importante dans le monde des médias. Mais comme personne me vire, c'est peut-être vrai. C'est signe positif. Ouais. On terminerait, si ça vous va, avec, juste avant, où qu'on peut se procurer vos ouvrages. Vous avez la boîte à liser? Oui, ben là, il y a la grève des postes. Alors, c'est plus compliqué, mais dès que la grève des postes est finie, vous allez sur laboîtealiser.com. Vous pouvez commander tous les ouvrages qui sont là. Mais sinon, n'attendez pas, allez en librairie. S'ils ne l'ont pas, commandez-le. Ou allez sur leslibraires.ca. Donc, ça, c'est les libraires indépendants. Vous pouvez commander le livre. Ils vont vous l'envoyer dans la librairie la plus proche de chez vous, s'ils n'ont pas déjà en stock. Et vous l'aurez à temps pour les fêtes. Et en commandant sur la boîte à liser, on peut même obtenir une dédicace. Une dédicace, c'est ça. À un parent, un ami. Une petite boîte sur la dédicace où vous me demandez ce que vous voulez ou pour quelqu'un, etc. Si c'est dans les limites de la décence, je voterai non. Si ça commence pas par bonjour pis tout. Très bien. Alors, on passerait, si ça vous va, à la partie ça ou ça. Donc, je vous donne, c'est des questions en rafale, puis vous devez choisir entre deux choix. Est-ce que ça vous va? Bien sûr. Lève tôt ou lève tard? Lève tard. René Lévesque ou Jacques Parizeau? Oh! Quand même Lévesque. NPD ou Parti conservateur du Canada? Aucun. Retour des Nordiques ou retour des Expos? Nordique d'abord. Denis Coderre ou Pablo Rodriguez? Moi, c'est Denis. Moi, je ne suis pas Denis, absolument. Ça nous prend Denis. On est d'accord. On est des grands partisans. L'Impact de Montréal ou les Alouettes de Montréal? Les Alouettes en ce moment. Ouais. Coalition Avenir Québec ou Québec solidaire? Moi, je veux les gens de ces deux partis-là dans le comité du oui. J'aime ça. Dimitri Soudas ou Michel Courchaine? Non, je peux pas choisir. C'est comme mon père ou ma mère. Non, je peux pas choisir. Intéressant. Québec indépendant avec un gouvernement de droite ou Québec-province avec un gouvernement provincial de gauche? Québec indépendant parce que les gouvernements, on peut les changer.
J'aime ça. Convergence des indépendantistes ou division des indépendantistes? Ah, c'est mieux la convergence. On aime ça aussi. On remercie le Fonds indépendantiste du Québec et on vous remercie beaucoup, Monsieur Lisée. On terminera avec un petit cadeau. Ah, un cadeau. Oui, un petit cadeau qui vient de la boutique 50% plus 1, qui est une boutique indépendantiste, vous l'avez compris. Donc, on vous Est-ce que je peux le regarder tout de suite? Oui, oui, Ben oui. absolument. Ça fait une bonne promotion. Il est dans la décence. Ah, un livre. Oh, Ça s'appelle- on espère que vous ne l'avez pas déjà, ou sinon vous pourrez l'offrir à un ami. Donc, c'est un Québec, pays, le oui des femmes. Donc, c'est un livre très intéressant qu'on peut se procurer sur la boutique 50% plus 1 avec le lien dans la description. Ben, je ne l'ai pas. Alors, bon. je suis très content de l'avoir. Excellent. Ben, merci beaucoup encore une fois d'être venu à notre micro. C'était vraiment très intéressant. Ça m'a fait grand plaisir. Alors, je souhaite un excellent temps des fêtes. Oui, Et puis, l'indépendance avant la fin de vos jours. on l'espère. Merci beaucoup et sur ça, on se dit À la prochaine fois.